Sinbad est un perdant faible et laid qui perd sa famille à cause d'une guerre terrible. Cependant, tout change lorsqu'il réussit à nettoyer un donjon et acquiert des pouvoirs divins, alors il commence à écraser tout le monde pour s'amuser. Tout commence dans un monde où différents pays se livrent constamment la guerre, espérant accroître leur richesse et leur puissance. Dans l'une de ces nations, Sinbad naît d'un ancien guerrier nommé Bader et de sa femme séduisante, Ezra. Comme Bader est désormais père, il refuse les pots de vin du roi pour retourner à la guerre, car il en a assez de la vie sur le champ de bataille et souhaite désormais vivre paisiblement comme pêcheur. Lors d'une de ses sorties de pêche, Bader découvre Sinbad caché sur le bateau, alors il le laisse l'accompagner. C'est alors qu'une violente tempête éclate, mais Sinbad grimpe soudainement sur son dos et lui indique la direction à suivre. Après avoir suivi les indications de Sinbad, ils arrivent sur une mer calme, ce qui fait réaliser à Bader que son fils possède un don particulier. Il informe Sinbad que leur royaume devient lentement pire que Gotham et lui conseille d'être l'homme capable de changer le monde. Une nuit, Sinbad informe ses parents qu'il a trouvé un homme blessé nommé Darius, alors il l'accueille et soigne ses blessures. Le lendemain, Darius se réveille et remercie Sinbad et sa famille de l'avoir aidé. Bader lui permet de rester jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Alors Darius passe les jours suivants à raconter ses aventures à Sinbad, et Sinbad est tellement captivé par ces histoires qu'il décide de devenir un jour le prochain Jack Sparrow. Lorsque les blessures de Darius sont complètement guéries, il essaie de partir, mais des gardes arrivent, affirmant qu'il est un espion ennemi, alors il les anéantit tous. Ezra pousse un cri de stupeur, et lorsque Sinbad l'entend, il se précipite dehors pour voir ce qui se passe, seulement pour être traumatisé en voyant son nouveau meilleur ami se délecter du sang des hommes qu'il vient de tuer. Darius prend alors Sinbad en otage au centre de la ville, et Sinbad essaie de lui rappeler qu'ils sont amis, mais Darius lui dit qu'il est en réalité un espion ennemi prêt à tout pour accomplir sa mission. Ezra supplie désespérément les gens autour d'elle de l'aider, mais ils lui répondent qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec la famille d'un traître. C'est alors que Bader arrive, et tout le monde pense qu'il va agir comme John Wick pour récupérer son fils, mais au lieu de cela, il s'humilie et supplie Darius de libérer Sinbad. Cependant, Darius refuse et tente de tuer Sinbad, alors Bader le poignarde en un clin d'œil et lui dit qu'il ne pardonnera jamais à quiconque fait du mal à sa famille. Peu de temps après, Bader est emprisonné pour avoir hébergé un espion. Après l'avoir torturé pendant des jours, il le traîne dans la rue et l'enrôle de force pour la guerre. Alors qu'ils emmènent Bader à la guerre, il dit à Sinbad de continuer à se battre comme un homme et de prendre soin de sa mère. Et à cet instant, Sinbad comprend enfin la force de son père. Quelques mois plus tard, on informe Sinbad et Ezra que Bader est mort et on leur remet un cercueil qui ne contient que son épée. 9 ans plus tard, le commandant de l'armée parthévienne annonce à ses soldats qu'ils doivent conquérir le donjon devant eux et en acquérir le pouvoir afin de vaincre leur ennemi juré, l'Empire de Rhin, pendant la guerre. Il leur ordonne alors de se sacrifier pour leur pays, ce qui les exalte tellement qu'ils se ruent tous en même temps. Apparemment, le donjon est un étrange édifice qui est récemment apparu entre les royaumes de Parthévien et de Rime et les deux nations sont prêtes à tout pour le conquérir. Cependant, les 10 000 personnes qui se sont précipitées à l'intérieur ont toutes été anéanties en un rien de temps. Pendant ce temps, Sinbad se trouve sur un bateau avec des civils qui paniquent pour leur vie à cause de la tempête, mais il leur montre la direction et se vante de sa capacité à lire et à dompter les vagues. Dans une ville nommée Contastia, une étrangère nouvellement arrivée est émerveillée par la taille et l'animation de la ville, et le cocher l'informe que le gouvernement n'a pas grand-chose à gérer ici, que ce soit en bien ou en mal. À ce moment-là, un groupe de voleurs armés d'épées apparaît et menace de les lobotomiser s'ils ne remettent pas leurs biens. Alors que les voleurs essaient de trancher un vieil homme en deux, ils entendent la voix de Sinbad leur ordonnant d'arrêter, et en se retournant, ils le voient en train de canaliser son aura au sommet de la porte de la ville. Sinbad dit que la mer et les gens sont comme des vagues, et alors qu'il saute vers eux, il affirme qu'il n'existe aucune vague qu'il ne puisse surmonter. Un voleur borgne et gigantesque tente de l'arrêter avec une épée, mais Sinbad utilise son visage comme marchepied pour bondir en avant et asséner un dropkick à son complice. Il saute ensuite du visage de ce perdant et assène un coup de poing façon Detroit Smash au visage d'un autre bandit avant d'enchaîner avec un autre de ses coups de pied signature. Après avoir tournoyé dans les airs comme un hand spinner, Sinbad donne un coup de pied à l'arrière de la nuque d'un autre voleur et enchaîne avec des mouvements à la Jackie Chan pour finir les autres. Les marchands le remercient et lui demandent s'il est le nouveau maître ivre, mais il explique qu'il a simplement lu les ondes de tous les bandits. Quand il propose de le rembourser, il répond que ce n'est pas nécessaire et leur demande pourquoi ils transportent des marchandises sans aucun homme. L'une des filles explique que leur père et leur frère ont tous deux été enrôlés pour la guerre, et le vieil homme ajoute qu'il devient courant dans les villages voisins que des gens fuient l'armée et finissent par devenir voleurs. En entendant cela, Sinbad leur demande de l'embaucher puisqu'il est au chômage à cause des récentes restrictions sur la pêche, et il drague les deux sœurs en même temps avec des phrases de drague qu'il a apprises sur TikTok. Cependant, l'une des dames dit qu'elles n'auront pas besoin de garde puisqu'elles prendront la route maritime pour le retour, et elle lui propose de lui donner quelques-uns des fruits frais qu'elle transporte.
Lorsqu'elles ouvrent l'un des tonneaux, elles découvrent un cosplayer du magicien d'Oz caché à l'intérieur, et les dames poussent des cris de surprise. Alors qu'ils avancent, le garçon se présente comme un voyageur nommé Yunnan, et lorsque Sinbad lui demande ce qu'il faisait là, il commence à parler sans arrêt de sa drôle de manie de rester planqué dans des tonneaux. Yunnan demande si Sinbad accepte de le laisser rester chez lui et Sinbad répond que ça ne le dérange pas parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'aider quelqu'un dans le besoin. Ils arrivent bientôt dans la ville natale de Sinbad, le village de Thyssen, et Sinbad donne quelques fruits à des gamins qui s'approchent de lui. Leur mère s'inquiète qu'il n'en reste pas assez pour Ezra, mais Sinbad lui dit qu'il a gardé une part pour elle et révèle qu'il en a aussi échangé contre des herbes médicinales. Alors elle le taquine en disant qu'il est trop fiable. En traversant les rues, les gens sont gentils avec Sinbad et ils les aident de toutes les manières possibles. Lorsqu'ils arrivent chez Sinbad, Yunnan s'extasie en disant à quel point l'endroit est petit et confortable. Ezra essaie de lui souhaiter la bienvenue, mais elle se met à tousser et Sinbad lui conseille d'aller dormir. Cette nuit-là, des gardes parcourent une région isolée en calèche dans le cadre d'une mission visant à surveiller les évadés de la guerre, et ils mentionnent que leur capitaine n'est pas du genre à venir dans un endroit pareil. Cependant, leur capitaine les intimide en lançant une lame dans un mur proche et leur ordonne de se taire s'ils tiennent à la vie. Un des gardes se plaint que leur capitaine est trop dur, contrairement aux autres, mais l'autre garde répond que c'est ce qui fait de lui leur chef de peloton surpuissant, Dragul. Le lendemain matin, Sinbad prépare un repas lorsque Yunnan se réveille, et il est surpris que Sinbad soit déjà sur le point de partir. Sinbad lui explique alors qu'il a un travail de transport qui l'attend au port. Il sert ensuite à Yunnan un peu de nourriture et lui demande ce qu'il compte faire plus tard. Yunnan dit qu'il va se promener dans le village et recommencer à voyager, mais Sinbad lui dit de rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Après le départ de Sinbad, Yunnan remercie Ezra de l'avoir sauvé, mais il se met soudain à tousser de nouveau, alors elle lui donne des médicaments. Elle lui demande de ne pas trop s'inquiéter pour elle, puisqu'il est un invité et elle admet qu'elle ne fait que causer des problèmes à Sinbad car elle est malade depuis des années maintenant. Elle évoque alors le fait que Bader disait que Sinbad possède un pouvoir spécial, mais elle avoue qu'elle se sent anxieuse parce que Sinbad est coincé dans le village à cause d'elle. Les mains jointes en prière, elle demande à Yunnan d'aider Sinbad à suivre le bon chemin, mais elle adopte soudain un ton farfelu en lui disant qu'il est le choix parfait pour cela puisqu'il est un voyageur. À ce moment-là, une femme arrive pour lui annoncer qu'il est arrivé quelque chose de terrible à Sinbad. En ville, Dragul et ses hommes ont maîtrisé Sinbad, et ils lui rappellent que Sinbad a ignoré d'innombrables convocations de la troupe avant de lui ordonner de se présenter dans 3 jours. Quand Sinbad refuse, il lui donne un coup de pied au visage, comme s'il frappait un ballon de football, et un garçon essaie de défendre Sinbad, mais il le repousse d'un coup de pied également, tout en lui disant qu'il servira son pays dans 5 ans comme main-d'œuvre. En voyant cela, Sinbad se relève et jure qu'il ne rejoindra jamais l'armée, et tout le monde le soutient. Dragul fait alors remarquer que la trahison de Sinbad aura aussi des conséquences pour sa mère, et il révèle son objectif, s'emparer du pouvoir caché qui se trouve dans le donjon. Après son départ, Sinbad explique à Yunnan que s'engager signifie qu'il sera envoyé dans le donjon, ce qui équivaut à une condamnation à mort, puisque des milliers de personnes y ont déjà trouvé la mort. Il affirme alors qu'il n'est pas prêt à mourir car tant de personnes croient encore en lui, mais Yunnan lui conseille de conquérir le donjon et de devenir roi afin qu'il puisse changer le pays lui-même. Cette nuit-là, Ezra lui remet l'épée de Bader et l'autorise à poursuivre son objectif. Pendant ce temps, Dragul est sur le balcon en train de comploter la conquête de la tour lorsque son ami proche, nommé Seren, arrive et il lui promet qu'il conquérera le donjon. Le lendemain matin, Sinbad retrouve Yunnan à l'entrée qui lui donne quelques informations sur le donjon avant qu'il ne s'y précipite. À l'intérieur, il est stupéfait de voir que le donjon ressemble à Disneyland. À ce moment-là, un dragon tente de l'attaquer, mais il esquive, alors le dragon rejoint les autres pour attaquer les soldats. Lorsqu'un dragon attrape un soldat et l'emporte dans les airs, Dragul tranche la patte du dragon pour le sauver, mais un autre dragon surgit et le dévore. Soudain, un autre dragon attaque, alors Dragul le déchire en morceaux et ordonne à ses soldats de ne pas rompre la formation et d'avancer jusqu'à la falaise. Cependant, les dragons jettent ses hommes dans un champ de piques, et Dragul est surpris que 100 hommes viennent de mourir en quelques minutes. Alors qu'un dragon l'attaque, il essaie de le retenir, mais atteint le bord de la falaise, et au moment où le dragon s'apprête à l'achever, Sinbad le sauve en détruisant le dragon. Cela choque Dragul, mais Sinbad lui dit de le suivre, et ils arrivent bientôt dans un endroit sûr. Sinbad demande à Dragul comment il a pu arriver avant lui, mais Dragul ignore sa question et lui dit de ne rien faire sans qu'on le lui demande, affirmant qu'il n'a jamais eu besoin d'être sauvé par un roturier. Cependant, Sinbad répond qu'il se moque de ses idéaux et le traite de gamin parce qu'il ne remercie pas l'homme qui l'a sauvé. En entendant cela, Dragul s'énerve et se présente en détail comme le plus jeune de sa maison noble et le commandant du peloton de la frontière ouest. Cependant, Sinbad dit que son nom est aussi ridicule et long que les titres d'isekai modernes et décide de le raccourcir en Dracon, ce qui les fait se chamailler. À ce moment-là, un monstre gigantesque flotte au-dessus d'eux, alors ils courent immédiatement se cacher derrière des débris.
Pendant qu'ils sont là, ils voient que le dragon de la taille de Godzilla mangeait les dragons ordinaires, et Sinbad affirme que le roi dragon est exactement comme les rois humains. Mais cela déclenche la colère de Dracon. Alors qu'il fixe la porte menant à l'étage suivant, Dracon lui dit de servir de leurre et de distraire le dragon pour qu'il puisse atteindre la porte. Sinbad essaie de protester, mais Dracon le coupe, disant que mourir ici sera une récompense pour lui, car c'est la seule façon pour les gens du peuple d'être utiles au pays. En entendant cela, Sinbad le traite de maniaque militaire et lui rappelle avec colère que tant de gens sont morts à cause de cette mentalité ridicule. À ce moment-là, Dracon se souvient de ses camarades se faisant massacrer par les dragons, mais il dit quand même à Sinbad que c'est un honneur pour les soldats parthéviens de mourir pour leur pays. À cet instant, de l'eau commence à jaillir du sol autour d'eux, et même si Dracon parvient à les bloquer, il se sent mal à l'aise car il ne sait pas d'où viendra la prochaine éruption. Lorsqu'un bébé dragon fonce sur lui, il le détruit en utilisant la technique de respiration du vent et se précipite désespérément vers la porte. Il atteint bientôt la porte, mais lorsqu'il ordonne qu'on l'ouvre, rien ne se passe. Soudain, le roi dragon se réveille et marche vers lui. Alors qu'il s'approche, il essaie de s'enfuir, mais finit par tomber et le roi dragon commence à charger une puissante attaque de souffle pour l'achever. À ce moment-là, il crie qu'il ne veut pas mourir et a un flashback où il félicite son frère et sa bien-aimée, la princesse Sérène, pour leur mariage. Lorsqu'il se réveille, il voit Sinbad lui dire de se lever ou il mourra. Après s'être assis, il supplie Sinbad de le tuer pour avoir montré de la peur sur le champ de bataille, affirmant qu'il est un plus grand imposteur que Renji. Mais Sinbad lui dit qu'il n'y a rien de honteux à ne pas vouloir mourir. Sinbad lui rappelle alors qu'il est un humain avant tout et lui demande si le roi ou l'armée a déjà sauvé qui que ce soit auparavant. Cela laisse Dracon sans voix, alors Sinbad explique qu'un pays est là pour protéger les gens qui y vivent, pas pour les pousser à mourir à la guerre. Il affirme qu'un pays qui rejette ses habitants n'est pas nécessaire, et alors qu'il fonce vers ce roi dragon, il dit à Dracon que le bruit qu'il va entendre est celui des puissants, qui, après avoir sacrifié ceux qui les entouraient, acceptent enfin leur châtiment. Lorsque l'eau jaillit du mur, Sinbad la chevauche avec son bouclier comme une planche de surf et assène une frappe brutale au dragon. Alors que le dragon se prépare à riposter, Sinbad fonce à nouveau et le transperce, faisant éclater son corps. Il ramasse ensuite les cœurs de dragon et les utilise pour ouvrir la porte. Alors que Sinbad entre dans la pièce, Dracon lui demande qui il est vraiment, et il se présente comme Sinbad le Scyllaire. Peu après, il tombe sur des monstres, mais Sinbad les élimine facilement et prend de l'avance. Alors qu'il s'enfonce davantage dans le donjon, Dracon se rend compte que Sinbad n'est pas un écervelé comme il le pensait au départ, car il a calmement analysé chaque situation pour faire le bon choix à chaque endroit et à chaque instant. Ils arrivent bientôt devant une porte où ils se chamaillent pendant quelques minutes avant de reconnaître les compétences de l'autre. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, Dracon dit qu'il ne voit rien d'étrange, mais quand Sinbad touche un pot bizarre, un esprit géant qui ressemble au titan cuirassé teint en bleu apparaît et se présente comme Baal, le djinn de la colère et des héros. Quand ils demandent qui veut devenir roi, ils réalisent tous les deux que c'est le pouvoir dont tout le monde parle, et ils se déclarent chacun comme celui qui veut devenir roi. Cependant, Sinbad déclare qu'il deviendra roi pour sauver le monde, alors Dracon le défie en duel pour mériter cette place. Lorsque le combat commence, Dracon submerge Sinbad et fait tomber sa lame. Mais lorsqu'il essaie d'en finir, Sinbad attrape l'épée à main nue et lui dit qu'ils régleront ça à coups de poing à la place. Il plaque alors l'épée au sol et assène un coup de poing puissant, ce qui provoque chez Dracon un nouveau flashback où Sérène lui dit de ne pas mourir. Dracon fonce de nouveau sur Sinbad, mais Sinbad esquive comme un Mayweather au sommet de sa forme, le frappant avec plusieurs jabs puissants, et le jeune noble a un autre flashback où son frère lui dit qu'il n'aime pas Sérène, ce qui le frustre. Alors qu'il lutte pour se relever, Dracon dit à Sinbad qu'il est mortifié par sa propre faiblesse parce qu'il a quelqu'un à protéger, mais Sinbad répond qu'il a lui aussi des personnes à protéger. Cela mène à un affrontement physique intense que Sinbad finit par remporter d'un coup de poing. En voyant cela, Baal déclare que Sinbad est son nouveau maître et se transforme en forme d'épée, que Sinbad manie désormais. Soudain, le donjon disparaît et Sinbad se réveille entouré de trésors, acclamé par la foule. Les gardes arrivent et lui demandent de remettre le trésor, mais Sinbad leur répond qu'il l'a pris pour lui-même. Lorsqu'ils essaient de l'attaquer, Yunnan apparaît et guide Sinbad pour qu'il utilise les pouvoirs de foudre de Baal afin de les détruire. Yunnan transporte ensuite Sinbad de retour dans son village avec tous ses trésors. Cependant, lorsqu'il rentre chez lui, il voit qu'Ezra est sur le point de mourir, alors il lui tient la main pendant qu'elle lui dit une dernière fois combien elle l'aime avant de s'éteindre. Quelques mois plus tard, Sinbad est désormais un personnage important dans le royaume. Lorsque la princesse Sirène tente de l'attaquer, il la ridiculise en la jetant à la mer, exposant ses melons et entame une nouvelle aventure. Peu de temps après que Sinbad a conquis ce donjon, d'autres donjons ont commencé à apparaître les uns après les autres dans différentes parties du monde, et de nombreuses personnes ont commencé à les défier, menant ainsi à l'ère de la conquête des donjons. Sinbad se trouve sur un bateau quelque part, sur le point de mourir de froid lorsqu'il remarque une agitation dans la mer devant lui. Pendant ce temps, un frère et une sœur sont sur un bateau luttant contre le chaos, et la sœur dit à son frère que c'est sa dernière chance.
Cependant, un énorme poisson monstrueux apparaît sous eux et les soulève dans les airs avec sa queue. Après qu'il soit tombé dans la rivière, le garçon attrape sa sœur, mais le poisson monstrueux fonce vers eux, alors il s'enfuit désespérément devant. Il finit par la lâcher et tente d'attaquer, mais le monstre le blesse au torse avec ses cornes. Après avoir déposé sa sœur sur le bateau, le chasseur nage jusqu'au sommet d'un bloc de glace flottant et jure qu'il détruira le monstre avec son harpon. Lorsque le monstre apparaît, il saute en l'air et lance son arme avec passion, mais la peau de la créature est trop dure pour qu'elle soit transpercée. À ce moment-là, Sinbad apparaît sur son bateau et utilise le pouvoir de Baal pour recréer l'un des meilleurs coups de Thor, ce qui anéantit la bête. Au même moment, Dracon se trouve sur un navire en train de surveiller la zone devant lui et ses hommes lui demandent s'ils doivent réduire la vitesse car il y a du danger devant, mais Dracon refuse et leur ordonne d'avancer à pleine vitesse. Plus tôt, l'un des élites du royaume a dit à Dracon que son échec à capturer le donjon était ce qui avait donné à Sinbad le pouvoir qu'il possède actuellement, ainsi que l'audace d'humilier la princesse. Normalement, il aurait déchu Dracon de son poste, mais grâce à son frère, Barbarossa, qui a parlé au roi, il lui a été accordé une seconde chance. Le noble lui a alors présenté une nouvelle unité secrète appelée Shamlash et lui a ordonné de les utiliser pour rapporter le récipient métallique de Sinbad au roi. À l'aide d'une boule de cristal, ils ont suivi Sinbad et déterminé qu'il se dirigeait vers le nord. Alors Dracon a promis qu'il ne faillirait pas cette fois, même si cela devait lui coûter la vie. De retour au présent, Dracon voit sur une carte que leur trajectoire actuelle les mène vers la région inexplorée de l'extrême nord, appelée Imushak. Même s'il sait que c'est une région isolée, tristement célèbre pour être le foyer d'une race sauvage, Dracon est tout de même déterminé à s'y rendre car c'est là que se trouve Sinbad. Pendant ce temps, le gars aux cheveux bleus informe Sinbad que le grand monstre qu'il vient de griller s'appelle une licorne déchaînée et qu'on les trouve habituellement dans les mers du sud, mais qu'elles viennent dans le nord une fois par an pour pondre des œufs. En entendant cela, Sinbad est stupéfait d'avoir essayé de la vaincre avec un simple harpon. À ce moment-là, la sœur de l'homme se réveille et commence à complimenter son frère, affirmant qu'il est plus fort que Saitama parce qu'elle pense que c'est lui qui a détruit le poisson titan. Lorsqu'elle demande qui est Sinbad, le frère passe en mode lover et commence à lui sortir ses meilleures phrases de drague, mais elle reste totalement indifférente. Il lui demande alors son prénom, et elle se présente comme Rika. Quand il demande le nom de son frère, le gars a du mal à sortir un mot, alors Rika le présente sous le nom de Ina. Elle fait remarquer qu'il n'a qu'un prénom alors qu'il est adulte, mais affirme qu'il va enfin recevoir un nom de guerrier maintenant qu'il a terrassé la licorne déchaînée. Elle commence alors à vanter les mérites d'une femme puissante connue comme la plus grande beauté d'Imuchak, ce qui éveille l'intérêt de Sinbad pour elle. Au dîner ce soir-là, Sinbad demande quel genre de roi règne sur Imuchak, alors Rika révèle que leur père est le chef et Sinbad leur demande de l'emmener avec eux. En entendant cela, Ina avertit Sinbad qu'il risque de ne pas être le bienvenu là-bas car leur peuple n'apprécie pas les étrangers. Mais Sinbad répond que cela ne le dérange pas car il veut tout voir dans le monde afin de le changer. Le lendemain matin, ils arrivent à Imuchak et Sinbad est ravi par tous les beaux paysages, surtout par toutes les jolies femmes autour. Cependant, il commence à éternuer à cause du froid, alors Rika explique qu'Imuchak est un pays de neige et de glace. À ce moment-là, le chef du village arrive pour les accueillir et Sinbad se présente comme quelqu'un en aventure. Cependant, le roi pointe une lame vers lui et lui dit qu'Imuchak n'est pas un endroit pour les étrangers, et Ina essaie de le défendre. Mais le chef lui rappelle qu'il est maintenant un guerrier de première classe, qui a la responsabilité de protéger le village contre l'ennemi. Le chef annonce alors qu'ils vont organiser un grand festin appelé Maharagan, et tout le monde applaudit. Au même moment, Dracon voit que Sinbad est entré à Imuchak, et il sent que cela pourrait poser problème. Mais la sorcière l'informe que le chef de Shamlash est déjà à sa poursuite. Dracon est agacé par le fait qu'il agisse sans autorisation, mais la sorcière explique que les combattants de Shamlash ne peuvent pas être apprivoisés puisqu'ils vivent dans l'ombre. De retour au village, Sinbad demande ce qu'est le Maharagan. Alors Ina explique qu'il s'agit d'une cérémonie de passage à l'âge adulte où il remercie pour les bénédictions de la mère. Rika est excitée parce que son frère va enfin devenir un véritable guerrier au lever du soleil. Cependant, le chef révèle qu'un étrange bâtiment est soudainement apparu au nord d'eux, et il essaie d'envoyer Ina pour l'examiner, mais Sinbad l'en empêche et l'informe qu'il s'agit du même type de donjon qui a coûté la vie à des centaines de personnes dans son pays natal. Lorsque Ina évoque le fait qu'un seul homme l'a conquis, Sinbad avoue que c'était lui, et le chef doute de lui, alors il lui montre l'épée de Baal dans toute sa splendeur. En voyant cela, le chef lui offre une boisson royale et s'excuse pour son comportement précédent. Sinbad supplie alors le chef de ne laisser personne s'approcher du donjon, mais leur conversation est interrompue lorsque des villageois viennent les informer qu'il est temps de commencer la fête du Maharagan. Pendant la cérémonie, Ina a des flashbacks de tout le monde, le traitant d'imposteur lorsqu'il a échoué à abattre la licorne déchaînée, mais Rika arrive et lui demande de continuer à être son gentil frère, même après être devenu un guerrier.
Alors que Sinbad dort cette nuit-là, le chef des Chamlaches tente de l'attaquer par surprise, mais Sinbad le repousse involontairement d'un coup de pied et le bruit attire l'attention de tout le monde. L'assassin attache Sinbad et le plaque au sol, mais Sinbad utilise les pouvoirs de Baal pour le foudroyer façon Pikachu. Après l'avoir ligoté, Sinbad lui pose des questions sur ses origines, mais il refuse de répondre, alors Sinbad le provoque jusqu'à ce qu'il avoue avoir tué ses parents. Cependant, Sinbad le gifle, lui disant de ne pas dire une chose pareille avec autant de fierté, et exprime de la pitié pour lui. Mais l'assassin le blesse à la joue avec une entaille et utilise une bombe fumigène comme diversion pour s'échapper. Après son départ, Sinbad explique aux frères et sœurs qu'il est un homme recherché parce qu'il a défié son pays pour poursuivre son propre destin. Ces paroles captivent tellement Ina qu'il abandonne la cérémonie et court vers le donjon pour obtenir du pouvoir. Quand Rika en informe Sinbad, il lui promet qu'il sauvera Ina. Lorsque Ina entre dans le donjon, il est émerveillé par son apparence impressionnante et alors que Sinbad s'apprête à le rejoindre, Yunnan l'observe de loin. À l'intérieur du donjon, Ina est attaquée par un grand essaim de papillons, alors il saute dans la rivière voisine pour s'en débarrasser. Après avoir nagé jusqu'à une autre partie du donjon, il jure qu'il quittera cet endroit vivant. Alors que Ina progresse dans le donjon, il trouve la porte menant à l'étage suivant, mais soudain, un énorme monstre crabe surgit sous lui. Il le frappe immédiatement avec son bâton, brisant quelques-uns de ses membres, mais la bête riposte d'un coup de pince qui le projette directement dans l'océan en contrebas. Pendant qu'il est là, le crabe saute aussi dans l'eau et fonce vers lui en utilisant ses propulseurs spéciaux fixés à son corps. Après s'être souvenu de sa défaite contre la licorne déchaînée, Ina décide qu'il ne fuira plus et qu'il obtiendra le pouvoir du donjon à tout prix. Il lance alors une attaque puissante qui propulse le crabe mutant à la surface et projette le monstre contre le mur voisin. Alors qu'il s'élance pour le détruire, les yeux de la créature changent soudainement de forme, ce qui le fait hésiter. Cependant, une lame vole et détruit le monstre, et lorsque Ina se retourne, il voit le chef des assassins réprimander son coéquipier, Vitel, pour avoir gâché leur amusement en éliminant le monstre d'un seul coup, tandis que Dracon se tient derrière eux. Ina reconnaît instantanément le garçon assassin, mais celui-ci l'ignore et prend le noyau du monstre pour l'utiliser afin d'ouvrir la porte. Cependant, Ina leur demande furieusement de rendre le cristal, et c'est à ce moment-là que le garçon assassin le reconnaît comme étant le type qui était avec Sinbad. Il l'ignore et avance, mais Ina, agacée, frappe deux assassins avec son arme. Dracon est surpris par le niveau de puissance des sauvages mutashks, mais le chef des assassins ordonne à ses camarades, Vitel et Mahad, d'y aller doucement avec lui. Malgré cela, il se transforme en monstre, et Mahad lance un puissant coup de poing avec sa grande main que Ina parvient finalement à esquiver. Cependant, alors qu'il est en l'air, Vitel enroule ses bras super longs autour de Ina et le plaque violemment au sol. Ina fonce pour attaquer le chef des assassins, mais Temujin esquive et utilise sa corde pour attacher Ina sur place avant de le taillader avec la lame de son orteil. Alors que Mahad et Vitel foncent pour l'achever, Sinbad arrive soudainement et utilise son attaque ultime de foudre pour les effrayer. Il félicite Ina d'être arrivée jusque-là, mais Dracon l'interrompt et commence à se plaindre jusqu'à ce que Sinbad admette qu'il se souvient de lui. La conseillère magique de Dracon, Falan, se présente à Sinbad et il est surpris lorsqu'un papillon autour d'elle gèle soudainement à mort. À ce moment-là, le chef des assassins surgit et déclare qu'il va attaquer Sinbad par surprise, et même si Sinbad paraît facilement, il jure qu'il va le tuer. Vitel et Mahad se joignent à l'action et défient Ina, et l'idiot aux cheveux bleus fonce immédiatement pour les affronter. Sinbad essaie de l'arrêter, mais la distraction permet au chef des assassins de l'enrouler avec ses fils et de commencer à filer sur le champ de bataille comme Sonic. Il fonce alors avec sa lame par derrière, mais Sinbad le met à terre nonchalamment d'un revers du poing et lui dit d'aller regarder Cartoon Network ou quelque chose comme ça. Quand le gamin demande comment Sinbad peut lire ses attaques, Sinbad sourit et dit qu'il en est simplement capable. Pendant ce temps, Ina se bat pour sa vie dans une bagarre contre le Hulk de chez Walmart, et quand il voit Sinbad se vanter devant le chef des assassins, il décide qu'il ne va pas perdre contre eux. Cependant, Luffy au rabais le tire vers le bas avec ses bras élastiques de mauvaise qualité, permettant à Mahad de lui donner un coup de poing en plein ventre. Voyant cela, Sinbad s'inquiète et tente de l'aider avec une attaque de foudre, mais Dracon fait voler son épée avec un coup de feu. Alors que Sinbad est distrait, le chef des assassins lui lance des lames pour en finir, mais Ina les bloque avec son arme et saute dans la rivière voisine avec Sinbad. Cependant, Falan lance un sort qui gèle la rivière, et les garçons nagent aussi vite qu'ils le peuvent pour éviter cela. Alors que les assassins s'approchent de la porte, Dracon essaie encore d'assimiler le sort de glace qu'il vient de voir, car même pour les magiciens du royaume de Mystique, réputés pour leurs recherches magiques, un tel pouvoir devrait être impossible, et il se demande qui est vraiment Falan.
Falan révèle alors aux autres que Sinbad et Hina ont réussi à s'échapper, mais elle traite les assassins de Shamlash d'imposteurs parce qu'ils n'ont pas été capables de capturer un sauvage et un écervelé tout seul. Elle remet ensuite à l'assassin un outil magique capable de soigner les blessures afin qu'ils puissent avoir l'avantage sur Sinbad. Lorsqu'ils l'utilisent, leurs blessures se soignent et ils remarquent qu'ils se sentent bien plus légers qu'auparavant. Arrivés à la porte, ils demandent quel est le plan, mais Dracon leur répond de ne pas s'inquiéter car il n'y a qu'une seule et unique destination pour tous ceux qui osent entrer dans le donjon. Puis il ouvre la porte avec sa pierre magique. Pendant ce temps, Hina dit à Sinbad qu'il veut obtenir le pouvoir du donjon par tous les moyens, mais Sinbad répond qu'il n'en a pas vraiment besoin car il est déjà super fort. Au même moment, les méchants atteignent le dernier étage du donjon et Dracon invoque un djinn. Le djinn se présente sous le nom de Valéfor et demande qui veut devenir roi. Soudain, il fait remarquer que Falan utilise un faux réceptacle pour cacher sa véritable identité et l'écrase avec une force mystique, ce qui fait que son corps redevient une poupée. Pendant ce temps, la véritable Falan raconte à Barbarossa ce qui s'est passé, mais l'informe qu'elle a laissé un souvenir là-bas plus tôt. De retour dans le donjon, Dracon affirme qu'il devrait réclamer son pouvoir, et lorsque Valéfor lui demande ce qu'il compte en faire, il répond qu'il le présentera au roi de Parthévia. En entendant cela, Valéfor se transforme en sa forme loufoque et affirme qu'il n'est rien d'autre que le réceptacle du roi puisqu'il n'a pas d'objectif personnel. À ce moment-là, Sinbad et Hina arrivent. Alors Valéfor annonce aux 6 qu'ils vont participer à une épreuve pour déterminer qui détiendra son pouvoir, et tout le monde accepte de participer. Valéfor crée alors un chat et leur dit de l'attraper avant la fin du temps imparti comme ultime épreuve. Alors que chacun essaie d'attraper le chat de son côté, Sinbad les arrête et propose un plan pour l'attraper ensemble grâce au pouvoir de l'amitié. En suivant ce plan, tout le monde encercle le chat et Sinbad leur donne le signal pour l'attraper. Mais le chat saute en l'air et Sinbad l'attrape pour lui-même. Ils se mettent tous en colère contre Sinbad pour les avoir trompés, mais Sinbad explique qu'il a dû le faire pour qu'il ne reste pas coincé dans le donjon pour toujours, et affirme que c'est lui qui a le plus besoin du djinn, car il veut créer un pays capable de changer le monde. Cependant, Dracon rétorque que c'est impossible, mais Sinbad jure qu'il y parviendra et demande à tous de se joindre à lui pour créer ce royaume. Le chef des assassins propose de se joindre à eux, mais lorsque Sinbad tente de lui serrer la main, il l'attaque. Soudain, les corps de tous les assassins se transforment en mana noir qui fusionnent pour former un monstre géant. Valéfor révèle que la transformation soudaine des assassins est l'œuvre d'une puissante magie noire qui transforme les gens en démons grâce au Black Rook. Dracon tente d'abattre la bête magique, mais Sinbad l'en empêche et affirme qu'il sauvera ses camarades quoi qu'il arrive. En entendant cela, Dracon le traite d'imbécile et le prévient que le démon pourrait les détruire s'ils ne l'abattent pas. Mais Sinbad lui dit de se taire, car les personnes qu'il essaie d'attaquer sont celles qui ont accepté de construire un monde avec lui. À ce moment-là, le monstre fait pousser des bras supplémentaires et attaque Sinbad, mais celui-ci esquive rapidement. La bête projette alors Sinbad contre le mur d'un coup de poing, et Dracon lui demande d'utiliser le pouvoir de son djinn, affirmant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le détruire puisqu'il pourrait aussi les anéantir. Mais Valéfor dit qu'il y a une autre façon de se sortir de ce pétrin. Cela déroute Dracon, alors il explique que le démon garde les 3 assassins en vie à l'intérieur de lui et utilise leur mana comme base pour se déplacer, et il suppose qu'ils peuvent sauver les 3 en détruisant le noyau dans la poitrine du monstre. Le démon essaie d'écraser Hina, mais Hina part avec son arme, et Dracon tente de l'attaquer par le dessus, mais la bête le frappe et l'envoie valser. Sinbad profite de cette distraction pour trancher un de ses bras, mais lorsqu'il tente de lancer une attaque de foudre, la main coupée attrape soudainement son épée et se rattache au reste de son corps. À ce moment-là, Falan apparaît dans sa main et tient l'épée tout en disant à Sinbad qu'il est impuissant sans elle. À cet instant, tout le monde comprend qu'elle est la véritable instigatrice et Dracon tente de l'attaquer, mais elle s'écarte rapidement et révèle que son vrai corps se trouve actuellement à Parthévia, où elle travaille comme magicienne directe pour le lieutenant général Barbarossa. Dracon est surpris d'apprendre que son frère est à la tête de ce mal, mais elle le choque encore plus en lui annonçant qu'il a déjà été promu de 2 grades. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle veut dire, son frère prend le contrôle de son corps et dit à Dracon qu'il est déjà considéré comme mort au combat pour avoir échoué à conquérir le donjon et à capturer Sinbad. Il affirme que c'est une honte impardonnable dans la noble famille des Dragel, et il révèle qu'il sait que Dracon a des sentiments pour Sérène, lui ordonnant de se rappeler qu'elle est sa propriété. En entendant cela, Dracon sombre dans le désespoir et Falan lui dit qu'il n'a plus nulle part où retourner. Lorsque la bête l'attaque, Hina le sauve, mais se fait immédiatement capturer par le démon. Alors que le démon lui écrase le crâne, Falan dit qu'ils auraient dû tuer le démon avec l'épée djinn quand ils en avaient l'occasion. Mais Sinbad ramasse l'arme de Hina et déclare une fois de plus qu'il n'abandonnera pas ses camarades. Il fonce alors à l'attaque, mais la bête lui fait perdre les anneaux soniques et commence à le rouer de coups. En voyant cela, Hina utilise sa force brute pour écraser la main du monstre. Lorsqu'il revient au sol, il ramasse son arme et dit à Sinbad de lui laisser le démon, car il est le seul à pouvoir l'affronter pour l'instant. Sinbad accepte et saute pour distraire le démon, pendant que Hina prépare son attaque ultime.
Alors que Ina regarde Sinbad se battre, elle est choquée de voir qu'il esquive chacune des attaques du démon en prédisant ses mouvements. Alors elle utilise la magie pour geler ses pieds sur place, permettant ainsi à la bête de finalement l'attraper. En voyant cela, Ina s'inquiète, mais Sinbad le rassure en lui disant qu'il ira bien et lui demande de se concentrer sur l'élimination du démon avec son attaque finale. Le démon commence alors à écraser le corps de Sinbad comme une canette de soda, mais Dracon le poignarde à la tête, ce qui force la créature à relâcher Sinbad. Dracon admet alors qu'il avait tort de se battre pour son pays corrompu tout ce temps, et dit à son frère qu'il quittera assurément le donjon et viendra réclamer sa tête. Après avoir sauté de nouveau, il essaie d'utiliser le Tok no Jutsu pour ramener les assassins et fonce pour une nouvelle attaque, mais il se fait balayer comme une balle de tennis. Cependant, il se relève et fonce à nouveau sur le monstre, cette fois avec Sinbad à ses côtés, effalant et surprise par leur ténacité. Alors que Sinbad et Dracon sont sur le monstre, Ina s'excuse auprès d'eux d'avoir mis autant de temps et dit qu'il est enfin prêt à déclencher l'attaque ultime de son village, appelée Première Lance. Il se rend compte qu'il n'est plus l'homme qu'il était autrefois, et lance la lance lumineuse directement dans le démon, le faisant s'effondrer. Falan essaie de riposter, mais Sinbad la détruit et récupère son épée. Alors que l'énergie sombre se dissipe, Dracon vérifie l'état du chef des assassins et il est soulagé de voir qu'il va bien. À ce moment-là, une énergie sombre commence à se rassembler autour du corps du chef des assassins, et le démon commence à ressusciter. Alors qu'ils regardent la scène, choqués, ils entendent la voix de Falan expliquer qu'elle a créé le démon cette fois-ci en utilisant un seul corps comme noyau pour la source de pouvoir, et elle affirme que le garçon est le réceptacle parfait puisqu'il est déjà tombé dans la dépravation. Elle affirme alors que la seule façon de tuer le démon cette fois-ci est de faire disparaître le garçon, car il est lui-même devenu le noyau du démon. Cependant, Sinbad pénètre dans l'âme du chef des assassins et Valefort tente de le prévenir que son corps ne pourra pas supporter la tension, mais il continue malgré tout. Sinbad apparaît alors dans le monde de sa conscience, et Vitel conseille à Sinbad de parler au garçon et de le sauver à tout prix afin qu'il ne sombre pas dans la dépravation. Alors qu'une version du garçon pleure sa famille perdue, sa version sombre lui ordonne de se taire et lui rappelle qu'ils ont dû éliminer leurs parents parce qu'ils sont nés dans une organisation maléfique. La version sombre se met alors à pleurer elle aussi, et Sinbad voit cela, alors il les prend tous les deux dans ses bras et leur assure qu'il leur offrira un endroit où ils pourront vivre heureux. De retour dans le monde réel, Sinbad affirme qu'il ne laissera jamais son camarade mourir, puis il libère une puissante décharge de foudre qui détruit l'énergie sombre et sauve le garçon, qui s'appelle Jafar. En voyant cela, Valefort reprend sa forme de loup et leur demande de choisir le roi. Cette fois, tout le monde s'agenouille et prête allégeance à Sinbad comme nouveau roi, alors le djinn accorde son pouvoir à Sinbad. Après la disparition du donjon, le groupe réapparaît à l'extérieur et ils offrent ses trésors aux villageois d'Imuchak. Dracon décide de retourner dans son pays afin de protéger ses reines et alors qu'il s'éloigne, Vitel transfère une partie de son pouvoir à la boucle d'oreille de Dracon qui devient ainsi un réceptacle domestique. Ce soir-là, le chef annonce enfin Ina comme guerrier et tout le monde fait la fête ensemble. Peu après, Ina dit à son père qu'il veut quitter le village pour bâtir une nation avec Sinbad et le vieil homme lui donne sa permission. Le lendemain matin, il part avec Sinbad, accompagné de sa nouvelle épouse, Rumuru et du reste du groupe. Quelques jours plus tard, Jafar tente de s'exercer à son argumentaire de vente, mais cela l'exaspère tellement qu'il finit par crier sur Rumuru. Elle, en retour, lui assène un coup de karaté brutal sur la tête et lui rappelle qu'ils sont à présent des marchands officiellement reconnus par Imuchak sous la direction de Sinbad. Cela signifie que chaque mot, geste ou comportement qu'ils adoptent a un impact sur leur monstre. Ina est ravi de voir cela, et il affirme que c'est soudainement le professeur idéal pour eux. Mais Rumuru entraîne Sinbad et Jafar de façon si brutale qu'ils ressemblent maintenant à des zombies. Alors que les autres viennent prendre de leurs nouvelles, Rumuru annonce qu'elle a préparé un festin pour eux, mais les avertit de faire attention à leur manière à table. Lorsqu'ils goûtent à son plat, ils sont tellement impressionnés par ses talents de cuisinière qu'ils se mettent à pleurer, et Ina explique que c'est la femme la plus talentueuse d'Imuchak. En les regardant étudier, Ina dit aux autres que Jafar a beaucoup changé, et Vitel répond que c'est grâce à tout le monde ici présent. Quelques jours plus tard, leur navire arrive à l'Empire de Rhin et Sinbad s'enthousiasme sans savoir qu'un homme les observe depuis l'ombre. L'Empire de Rhin est une nation puissante qui possède le plus vaste territoire au monde et sa ville, Naparleia, est la deuxième ville économique la plus peuplée après la capitale, Rheim. Cette puissance économique dépasse même celle de la grande nation océanique Balbad, faisant d'elle un véritable noyau de l'économie mondiale. Alors que Sinbad descend du bateau, il se souvient que Darius lui racontait des histoires avant de dormir lorsqu'il était plus jeune, et il réalise qu'il est enfin arrivé dans l'Empire de Rhin dont il a tant entendu parler. Le groupe installe immédiatement leur boutique. Et il commence à faire du marketing pendant que Sinbad utilise ses meilleures phrases de drague pour séduire des filles et leur vendre leurs articles. C'est alors que des agents de sécurité arrivent et leur annoncent que toute transaction commerciale à Rhin est gérée par l'association des commerçants de Rhin et que seules les entreprises approuvées sont autorisées à y commercer. Les soldats commencent alors à chasser tout le monde, mais l'homme mystérieux s'approche d'eux et demande à acheter tout ce qu'ils vendent.
Sinbad lui rappelle qu'il est illégal de faire du commerce ici, mais l'homme répond qu'il peut acheter sans problème puisqu'il est affilié à l'association. Avant même que Sinbad puisse répondre, Jafar accepte joyeusement son offre. Alors l'homme remet un contrat à Sinbad et leur dit qu'il va appeler des gens pour transporter les produits. Après son départ, Jafar dit qu'il se sent soulagé car il pensait que leurs marchandises allaient se gâter et Sinbad admet qu'il a raison. L'homme leur présente alors un grand sac de pièces, assez pour acheter le Playboy Mansion, puis emporte tous leurs produits dans sa carriole. Plus tard dans la nuit, l'équipe remarque que toutes leurs marchandises sont maintenant vendues à 10 fois le prix et ils réalisent qu'ils se sont fait avoir. Sinbad suppose que c'est un commerçant qui gagne son argent en revendant les choses à un prix plus élevé et qu'il vise des gens comme eux qui ne peuvent pas vendre légalement dans la région. Quand ils demandent à Sinbad ce qu'ils pourraient faire, il leur répond qu'ils ne peuvent pas se défendre contre l'escroc, même s'il les a trompés, car ils ne sont toujours pas une entreprise agréée pouvant vendre à Rhyme. En entendant cela, tout le monde admet qu'ils sont fichus, mais Sinbad dit qu'il a une idée bien plus intéressante et commence à expliquer que les commerçants sont en réalité aussi puissants que les Aspada, puisque le monde tourne autour de l'argent. Quelques heures plus tard, Sinbad dit à tout le monde de retourner à Imouchak pour refaire le plein de marchandises pendant qu'il s'occupe de faire d'eux une véritable entreprise auprès de l'association. Après leur départ, Sinbad contemple l'océan, réfléchissant au fait qu'il doit en apprendre davantage sur le monde et sur des choses comme le commerce, car il va bientôt devenir roi. Cependant, son estomac commence à grogner comme un ogre déchaîné, alors il sort acheter à dîner, mais sa pièce tombe par terre. Étonnamment, l'escroc ramasse la pièce et la lui rend, et Sinbad l'invite à dîner avec lui. Au restaurant, l'homme se présente comme un marchand de Balbad nommé Harun, et Sinbad identifie Balbad comme la nation commerçante juste à côté de Rhyme. Harun lui conseille donc de s'y rendre de temps en temps, car c'est une nation animée. Lorsque Harun évoque le fait qu'il a vendu les marchandises de Sinbad à un prix plus élevé après les avoir achetées, Sinbad admet qu'il le sait et dit qu'il ne lui en veut pas, car il considère cela simplement comme une perte pour un autre commerçant, dû à son manque de connaissances et d'expérience. Harun explique alors qu'il s'est mal débrouillé lors de leur échange, et Sinbad sent qu'il n'est pas un commerçant ordinaire. Lorsqu'il lui demande comment Sinbad a réussi à faire affaire avec le peuple Imouchak, Sinbad se souvient des paroles de Roumourou et lui répond qu'il ne peut pas simplement révéler ses secrets commerciaux. Sinbad affirme alors qu'il souhaite l'avoir comme ami avec qui partager des choses, et Harun accepte. Sinbad gèle alors sa boisson et lui raconte comment il a obtenu les pouvoirs de glace de la forêt de Vaille en conquérant le donjon. Après avoir raconté toute l'histoire à Harun, ce dernier lui demande comment il compte utiliser ce pouvoir, et Sinbad lui répond qu'il prévoit de changer le monde car son pays natal opprime actuellement les civils. Cependant, il admet qu'il ne peut pas y arriver seul, et cherche à créer un pays qui changera le monde, où il régnera en tant que roi. Harun lui dit de prouver sa détermination en gagnant 1000 pièces d'or en un mois avant de pouvoir être accepté dans l'organisation. Alors qu'il s'éloigne, Harun dit à son cocher que Sinbad va sûrement échouer dans sa mission. Plus tard dans la nuit, Sinbad réfléchit aux différentes façons de gagner de l'argent en un mois. Et lorsque son épée tombe, il la ramasse et a immédiatement une idée. Un mois plus tard, Harun revient et voit Sinbad raconter à tout le monde en ville ses histoires de donjons et démontrer sa puissance, ce qui pousse tout le monde à le féliciter et à lui lancer des pièces. Après le spectacle, Sinbad rencontre Harun et lui demande d'attendre un peu plus longtemps car il n'a toujours pas réuni 1000 pièces. Cependant, Harun lui donne un sac contenant 1000 pièces d'or, affirmant que c'est une récompense pour sa représentation et accepte de le soutenir dans son rêve en tant qu'ami. C'est alors que des gardes arrivent et informent Sinbad que Harun est en réalité le roi de Balbad, Rachid. Pendant ce temps, Jafar pleure toutes les larmes de son corps lors d'une autre séance d'entraînement brutale, mais Roumourou lui remet encore plus de parchemins à étudier. Jafar essaie de s'enfuir, mais Ina le retient et Roumourou l'appelle pour discuter avec elle. Elle lui dit qu'elle comprend à quel point les études sont difficiles et pesantes pour lui, car c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu l'occasion de vivre étant né dans une association de meurtriers. À ce moment-là, Jafar a des flashbacks de ses anciennes relations avec le groupe d'assassins, mais Roumourou lui rappelle qu'il n'est pas venu avec eux pour étudier, mais plutôt à cause de leur amour. Elle lui rappelle alors son objectif de changer de mode de vie et admet qu'elle aussi aurait aimé rester à Rhin pour s'occuper de Sinbad. Cependant, elle dit que c'est précisément pour cette raison qu'ils doivent s'efforcer de rendre l'appareil au sentiment du chef qui leur a offert une nouvelle vie. Mais elle passe soudainement en mode loufoque en révélant qu'elle est enceinte. Alors que Jafar la fixe, choqué, elle l'informe que les Imouchak peuvent donner naissance quelques mois après avoir cohabité et affirme qu'elle va aussi lui apprendre tout cela. En entendant cela, Bro essaie de s'enfuir, mais elle le retient et lui dit de s'occuper de son petit frère, ce qui le fait crier à l'aide. Pendant ce temps, Sinbad est assis dans un bar avec Rachid et il le remercie de lui avoir permis d'entrer dans l'union sans aucun problème. Alors qu'il parle de ses projets commerciaux, Rachid suggère à Sinbad de se lancer dans le théâtre, mais Sinbad répond qu'il n'en a pas besoin, car il n'a joué la pièce que pour gagner de l'argent pour sa mission.
Cependant, Rachid lui dit que même s'il est sage pour son âge, il reste immature en tant que marchand et lui rappelle qu'il n'a toujours pas de boutique, même avec son adhésion à l'Union. Le roi souligne aussi que Sinbad n'a pas de chevaux pour transporter sa marchandise, ni d'entrepôt pour les stocker, et il ajoute qu'il a besoin de publicité pour faire connaître sa boutique. Sinbad a du mal à le comprendre, alors il lui rappelle que Rhin propose toutes sortes de divertissements pour sa population. Il y a les combats de Colisée, les jeux d'argent, les telenovelas et même le théâtre, et il ajoute que ce sont surtout les combats à l'épée et le théâtre qui captivent le plus l'attention des gens. Cependant, il avertit Sinbad de ne pas participer au combat à l'épée, car il devrait parfois affronter des animaux, et Sinbad ne devrait pas se mettre en danger pour gagner de l'argent puisque son corps est son seul atout pour le moment. Sinbad acquiesce. Alors Rachid fait remarquer que ces histoires d'aventure sont plus divertissantes que les films du Seigneur des Anneaux et affirme que les raconter au théâtre est le meilleur moyen de rendre son entreprise aussi prospère que Microsoft, car cela attirera beaucoup d'attention. En entendant cela, Sinbad accepte et remercie Rachid tout en courant s'inscrire au théâtre. Après leur rencontre, les gardes essaient d'appeler Rachid à sa calèche pour qu'il puisse aller à une réunion au palais, mais il refuse, disant qu'il est bien plus facile de parcourir cette distance à pied. Alors qu'ils avancent, le garde affirme que c'est amusant, et il est d'accord. Pendant ce temps, Ina joue avec son fils dans les bras de Rumuru lorsque Jafar l'informe qu'il a déjà terminé sa mission. Alors qu'elle le parcourt, elle lui dit que c'est parfait et loue ses efforts, alors il part aider Vitel. Cependant, Rumuru lui lance son bébé, Kiki, dans les bras et lui dit de veiller sur lui pendant qu'elle va préparer le dîner. De retour à Rhin, tout le monde se rassemble dans l'arène, attendant avec impatience une performance de quelqu'un qui prétend être une version améliorée de Leonardo DiCaprio. C'est alors que Sinbad arrive et les accueille au grand théâtre de l'aventure. Du point le plus haut de l'arène, il fait une démonstration spectaculaire de ses pouvoirs de foudre. Au début, tout le monde est sous le choc, mais très vite, la foudre se transforme en une douce neige scintillante, emplissant l'assistance de joie. Tandis que les torches s'allument une à une, Sinbad déclare qu'il s'apprête à leur conter l'incroyable histoire de Sinbad le Conquérant. Le public est tellement captivé par son récit qu'ils s'accordent tous à dire que c'est la meilleure performance qu'ils aient jamais eu la chance de voir. La renommée de Sinbad grandit tellement que, quelques jours plus tard, des gens de différents pays forment une longue file devant le théâtre pour assister à sa représentation, et des garçons vénèrent même ses produits dérivés. Après une représentation un soir, Sinbad et Rachid discutent de leur plan pour améliorer le spectacle lorsqu'ils entendent les rugissements de la foule dans une arène voisine, et Rachid lui explique qu'il s'agit d'un colisée. Le lendemain, le reste de l'équipe arrive sur les côtes de Rhin où ils sont accueillis par un homme qui prétend être le serviteur de Sinbad et il les conduit à l'arène où Sinbad raconte comment il a conquis Valfort. Lorsque Jafar demande ce qui se passe, le serviteur lui explique tout. Soudain, Jafar remarque que Kiki s'est enfui, alors il le poursuit jusqu'à une autre partie de l'arène où il voit un King Kong difforme jouer avec lui. Le monstre se met soudainement à faire des ravages, alors Jafar entre dans sa cage et le combat avec ses lames en fil de fer. Il essaie d'utiliser une technique spéciale d'assassinat, mais il hésite en voyant Kiki pleurer, ce qui donne au monstre l'occasion de le projeter contre un mur. Alors qu'il lutte contre la douleur, il se souvient du discours d'encouragement que Sinbad lui a donné dans la dimension onirique, et cela le motive à se relever. Il active alors pour la première fois son récipient de foyer et sauve Kiki tout en utilisant ses pouvoirs de foudre pour anéantir le gorille. Lorsque Jafar se réveille, il voit Sinbad qui lui explique que Baal a donné du pouvoir à son arme, et lui dit qu'il est le premier guerrier djinn. Après l'avoir soigné, Rumuru le remercie d'avoir sauvé Kiki et lui tapote la tête en l'appelant son premier fils. Le lendemain matin, la bande regarde avec stupeur leur nouvelle boutique et Sinbad arrive, couvert d'or, expliquant qu'ils peuvent fabriquer des roseaux dans le monde entier. Rachid félicite ses efforts et Sinbad le remercie pour son aide, alors il l'autorise à commercer avec son pays avant de partir. Quelques jours plus tard, Sinbad publie des mémoires sur ses aventures, ce qui aide son entreprise à prospérer encore davantage, et il annonce à l'équipe que leur société commerciale Sindria est officiellement lancée. Après avoir navigué pendant plusieurs jours, Sinbad et l'équipage arrivent enfin devant une chaîne de montagnes qui mène à leur destination, le royaume de Sassan. Ina parcourt la zone montagneuse avec une carte et demande à Jafar pourquoi ils sont venus ici. Alors Jafar révèle que le meilleur métal est fabriqué dans le royaume de Sassan. Cependant, le royaume est fermé et il n'y a aucun échange avec les autres pays. Ina sait que le pays a commencé à négocier avec Rhin, alors il pense qu'ils réaliseront d'importants profits s'ils font des affaires avec eux. Il dit à Sinbad qu'il s'inquiète du fait qu'ils aient en laissé leur entreprise uniquement à Vitel et Mahad, et même si Rumuru est là, elle est trop occupée à s'occuper de Kiki. Cependant, Sinbad le rassure en disant que tout ira bien parce que Vitel travaille bien en tant que comptable et même si Mahad est une version musclée de Kamuzan, c'est aussi un bon compagnon que les gens respectent. Il affirme alors que le patron doit absolument participer à cette mission parce que c'est le premier pays avec lequel il négocie, mais Ina dit qu'il veut seulement vivre encore plus d'aventures. Ils arrivent bientôt au sommet d'une falaise et contemplent avec émerveillement le majestueux royaume de Sazan, surnommé le lieu de la purification. Le royaume de Sassan est un royaume qui a été fondé au pied des montagnes, et c'est un pays où la foi en Dieu est très forte.
De plus, ils ont fermé les portes du pays, car pour eux, l'extérieur pourrait les contaminer, et c'est pour cela qu'on les appelle la terre de la purification. Alors que le groupe traverse la ville, Jafar est émerveillé par tous les accessoires métalliques étincelants que tout le monde porte, et il décide qu'ils doivent la conquérir. Cependant, les habitants commencent à les éviter comme des patients atteints du Covid-19 parce qu'ils ont une religion différente, et un garde les informe qu'il est interdit à des hors-la-loi comme eux d'entrer en contact avec la population. Il les conduit alors chez le chef des marchands, qui refuse immédiatement leur demande, affirmant que Sasan n'a de relation avec aucun pays et ordonne à ses gardes de les expulser. Cependant, Jafar mentionne que leur pays est réputé pour avoir de nombreux métaux à vendre, mais le marchand répond que ce n'est pas destiné à l'exportation, mais simplement une marque d'amitié entre les royaumes de Rhin et de Sasan, puisque le roi de Rhin a un grand respect pour leur religion. Il affirme alors qu'il ne peut pas donner leurs matériaux à des infidèles, parce qu'ils portent tous la bénédiction de Dieu, et Jafar tente de répliquer, mais Sinbad l'arrête et demande aux marchands de leur enseigner leur culture et leurs origines. Cela choque le marchand, mais Sinbad poursuit en disant qu'il est prêt à tout pour assurer l'avenir de ce pays. Le marchand informe alors Sinbad que Sasan est un dieu pur qui déteste les pieux et lui conseille de rendre visite aux chevaliers de Sasan. Les chevaliers de Sasan sont un groupe de personnes qui assurent l'équilibre du pays, et le roi qui les dirige s'appelle Darius. S'ils les acceptent, ils deviendront des alliés de Sasan. Alors que les gens regardent passer les chevaliers de Sasan, l'épée de Baal commence soudainement à résonner avec le réceptacle de Darius, mais Sinbad le suit partout comme un fan idiot, se présentant comme un marchand de rames. Cependant, certains chevaliers l'encerclent et menacent de le brûler sur le bûcher jusqu'à ce que Darius les arrête et leur dise de continuer avec lui. Le lendemain, Sinbad arrive au quartier général des chevaliers et supplie d'être accepté comme chevalier, mais il l'ignore et l'empêche d'entrer. Plus tard, on le voit déjeuner avec les autres. Il leur raconte à quel point c'est difficile de devoir gérer les chevaliers, mais Jafar lui rappelle qu'ils ne pourront rien récupérer s'ils décident de les chasser de la ville. Cependant, Sinbad décide qu'il engagera la conversation avec eux la prochaine fois, et Hina, déjà ivre, approuve l'idée, mais ils ignorent qu'un homme mystérieux les observe. Lorsque Hina fait remarquer qu'il n'y a que quelques clients autour d'eux, Jafar explique que les étrangers sont séparés du village à leur arrivée et conclut qu'ils sont coincés puisque les chevaliers refusent de discuter avec eux. Soudain, l'homme qui les observait arrive et demande à leur parler, mais la tenancière le réprimande d'être entré dans son bar alors qu'il n'est pas un étranger. Au cours de sa tirade, elle mentionne qu'il est le fils du roi, ce qui éveille l'intérêt de Sinbad pour lui. Peu après, elle le leur présente comme étant Mistras, un parent de Darius, et lui demande de partir à nouveau, mais il refuse, disant qu'il veut entendre des histoires venant d'autres pays. Sinbad utilise alors son charisme de conquérant pour la convaincre d'accepter sa demande, si bien que Mistras engloutit plusieurs assiettes de nourriture en un éclair, comme Luffy, avant de révéler qu'ils ont l'interdiction de quitter le pays pour des raisons religieuses. Il fait ensuite remarquer que les lois sont encore plus strictes pour lui puisqu'il est apprenti chevalier, mais il dit qu'il veut découvrir le monde extérieur. En entendant cela, Sinbad se présente comme un conquérant de donjons et lui remet ses mémoires avant de jouer pour lui l'une de ses pièces d'aventure. Mistras est émerveillé par ces histoires, et il avoue qu'il n'aime pas Sasan à cause de toutes ces restrictions, et qu'il veut explorer le monde avant de mourir. Le lendemain matin, il essaie de s'éclipser de ses quartiers, mais Darius le surprend et lui révèle qu'il est au courant de son intérêt pour le monde extérieur, tout en lui rappelant qu'il n'a pas le droit de quitter leur terre. Il lui ordonne alors d'arrêter d'agir ainsi, surtout parce que son jeune frère, Spartos, l'admire, mais Mistras refuse et affirme qu'il ne veut plus rejoindre la troupe des chevaliers ni rester dans leur pays. En entendant cela, Darius le gifle, mais il se relève et s'en va. Quelques heures plus tard, Mistras supplie Sinbad et les autres de l'emmener avec eux, mais Spartos l'interrompt et lui dit de rester et de s'occuper de leur pays. Cependant, Mistras refuse et lui demande d'informer Darius qu'il souhaite quitter officiellement la troupe. Le lendemain matin, Yunnan retrouve Sinbad et l'informe que plusieurs nations ont acquis le pouvoir des djinns en conquérant des donjons, notamment Sasan et Parthévia. Il lui dit ensuite que Darius possède lui aussi le pouvoir d'un djinn, mais Sinbad répond que cela le rend d'autant plus intéressant. Peu après, Mistras bat tous les autres chevaliers et affronte son père en duel. Lorsque le duel commence, Mistras attaque de toutes ses forces, mais Darius bloque avec le pouvoir de son djinn et l'envoie valser contre un mur. Alors que Darius tente d'en finir avec lui, Sinbad les interrompt en leur demandant de mettre le duel en pause. Darius remarque que l'emblème sur son épée brille à nouveau. Lorsque les chevaliers essaient d'attaquer Sinbad, il utilise son épée de foudre pour les effrayer et les faire fuir. Darius dit à Sinbad de ne pas s'immiscer dans le duel car il s'agit d'un combat sacré fondé sur leur religion. Mais Sinbad lui répond que sa lance n'est pas une manifestation de Dieu comme tout le monde dans le royaume le croit, mais plutôt un pouvoir acquis en conquérant des donjons, ce qui n'a rien à voir avec la religion de Sasan. Lorsqu'il demande à Sinbad qui il est, Sinbad se présente comme un marchand qui parcourt le monde et un conquérant comme lui. Alors que Jafar le regarde, stupéfait, Sinbad lui demande un duel, affirmant que Darius pourra faire de lui ce qu'il veut s'il gagne. Lorsque Darius lui demande quel est son objectif, Sinbad répond que c'est de rester avec Mistras et d'établir un accord commercial avec leur pays.
En voyant cela, les chevaliers se demandent comment Sinbad peut utiliser le pouvoir divin que leur roi utilise. Et Jafar explique à Ina que Sinbad vient de semer le doute dans toute leur religion en prouvant que non seulement le roi peut utiliser le pouvoir des djinns. Lorsque Sinbad demande à Darius s'il accepte le défi, Darius affirme qu'il ne peut pas laisser un étranger se mêler des affaires du pays et accepte son défi. En voyant cela, Mystras prévient Sinbad qu'il ne peut pas battre son père car les pouvoirs de défense de Darius sont plus forts que l'infini de Gojo, puisqu'il est protégé par un mur impénétrable qui renvoie une contre-attaque reproduisant la puissance de l'attaque lancée contre lui. Cependant, Jafar lui dit qu'il est impossible de l'arrêter, et lorsque Mystras voit la détermination dans les yeux de Sinbad, il comprend qu'il a un plan. Lorsque le duel commence, Sinbad enchaîne les coups d'épée contre Darius, mais Darius les bloque tous et submerge Sinbad avec ses attaques, le forçant à reculer d'un bond. Sinbad lance alors une décharge de foudre, mais Darius la renvoie avec son bouclier et Sinbad parvient de justesse à la bloquer. Quand Sinbad fonce avec une attaque tranchante, Darius le bloque une fois de plus et tous les gardes sont stupéfaits de voir quelqu'un tenir tête à leur roi coup pour coup. Cependant, Sinbad dit à Darius que ses pouvoirs ne sont pas encore à leur niveau maximal, puis il active une nouvelle technique appelée Djinn Equip, qui lui confère la puissante armure de Baal. Alors que tout le monde le regarde, stupéfait par son aura écrasante, Sinbad explique qu'il a réalisé le Djinn Equip en insufflant le pouvoir du djinn en lui-même et affirme que le Djinn Equip permet d'utiliser le véritable pouvoir du djinn. Il déclenche alors sa décharge de foudre, mais cette fois, elle se manifeste sous la forme d'un rayon ultra puissant venu d'en haut. Darius essaie de bloquer, mais il remarque que c'est un niveau de puissance différent de toutes les attaques précédentes de Sinbad. Après l'attaque, Mystras remarque qu'il y a un grand trou dans le plafond. Pendant ce temps, Sinbad vole dans les airs en tenant Darius, qui est enfermé dans une barrière magique, et il explique qu'il s'est déplacé là parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans la salle. Lorsque Darius tente d'attaquer, il le prévient de ne pas trop bouger car il peut détruire la barrière à tout moment avec sa puissance actuelle. Il jette ensuite Darius au sol et le félicite d'avoir survécu à la fois à son attaque de foudre et à une chute d'une hauteur insensée. Cependant, Darius se relève et dit qu'il s'est un peu retenu, alors Sinbad décide de lui montrer clairement la différence de puissance entre eux. D'un seul coup de foudre, Sinbad détruit une douzaine de montagnes en un instant et dit à Darius qu'il pourrait anéantir tout Sasan en une seule attaque et qu'il ne peut pas l'arrêter puisqu'il ne possède pas d'équipement de djinn. Il dit ensuite à Darius que son objectif initial était de conquérir le donjon de Sasan et affirme que Darius n'est pas digne de régner sur le royaume en tant que roi chevalier. Lorsque Darius lui demande quel est son objectif, Sinbad répond que c'est de conclure un traité sur un pied d'égalité avec le royaume de Sasan et d'y commercer. Il admet qu'il était irrespectueux de s'immiscer dans leur combat, mais affirme que c'était parce qu'il voulait négocier cela. Et il s'excuse humblement pour ce manque de respect avant de lui parler du fait que des humains du monde entier acquièrent désormais le pouvoir des donjons. Ce pouvoir finira par détruire l'équilibre du monde et provoquer le chaos partout, y compris à Sasan. Mais Sinbad dit qu'il ne veut pas la guerre et qu'il souhaite plutôt créer un monde où les gens sont respectés. En entendant cela, Darius affirme que c'est impossible, mais Sinbad lui assure qu'il y parviendra en tant que roi et lui demande de le rejoindre en tant qu'allié. Lorsqu'il retourne dans la salle de combat, Darius tente d'admettre sa défaite, mais Sinbad annonce qu'ils ont plutôt fait match nul, et Darius accepte officiellement Sinbad comme membre de leur chevalier. Plus tard dans la journée, Darius retrouve Mystras, qui lui dit qu'il a l'intention de suivre Sinbad, mais Darius avoue qu'il avait lui aussi rêvé d'explorer le monde extérieur quand il avait son âge. Il autorise alors Mystras à partir avec Sinbad, ce qui fait pleurer ce dernier qui remercie son père d'être quelqu'un qu'il pouvait admirer. Ensuite, Mystras rejoint le groupe et Sinbad lui dit qu'il aura beaucoup de travail puisque leur traité est de nature commerciale. À ce moment-là, Spartos arrive et dit à Mystras qu'il l'a toujours admiré. Alors qu'il pleure, Mystras le rassure en lui disant qu'ils se reverront et lui demande de devenir fort afin qu'ils puissent explorer le monde ensemble quand il sera plus grand. Le lendemain matin, Mystras demande à la joyeuse troupe où ils comptent aller. Jafar leur révèle qu'ils se dirigent vers une nation, un royaume même, peuplé de fières guerrières, le royaume d'Artéméra. Sinbad, lui, assure à Mystras que tout se passera pour le mieux. Le royaume d'Artéméra est un petit pays du sud, qui, comme Sasan, possède une grande force, mais on ne sait pas grand-chose d'autre sur ce royaume car il a toujours refusé les visiteurs. Alors que Sinbad et son équipage s'approchent du royaume, ils voient deux femmes chevauchant un grand oiseau et tout le monde est choqué car l'oiseau est encore plus large que la largeur de leur bateau. Lorsque l'oiseau revient vers eux, les filles les saluent et promettent de recréer des scènes de film Brazzers avec eux s'ils parviennent à atteindre Artéméra. Cependant, elles commencent à parler de certains hommes qui ont essayé d'entrer dans leur ville l'autre jour et qui étaient tellement épuisés qu'ils ont fini par ressembler à des extraterrestres. Malgré cela, Sinbad exhibe son énergie Sigma et promet de leur offrir la nuit de leur vie lorsqu'ils arriveront au royaume, mais elle le traite de fou de croire qu'il pourra y arriver. Après leur départ, Sinbad dit que les choses à Artéméra seront amusantes, mais Mystras le supplie de lui enseigner toutes ses techniques de ruse.
Alors que les filles volent devant, celle aux cheveux courts commence à dire à quel point Sinbad est mignon, mais la fille salée aux longs cheveux affirme qu'il n'a aucune chance de surmonter le grand plateau pour atteindre Artémira. Peu après, le groupe descend de leur bateau et Mistras déclare qu'ils franchiront le plateau par tous les moyens nécessaires. Alors lui et Sinbad commencent à courir en avant. Des heures plus tard, les jambes de Sinbad commencent à le lâcher, mais Jafar et Mistras ne sont pas impressionnés car ils se sont entraînés pendant des années en tant que guerriers. Sinbad commence à se plaindre qu'il est fatigué et qu'il ne peut plus avancer, alors Jafar lui crie dessus pour qu'il se ressaisisse. Quand Ina arrive, Sinbad lui demande de le porter, mais Ina est déjà tellement épuisé qu'il ressemble à un viking déshydraté et il décide d'avancer malgré tout pour sa femme et son fils. Ils arrivent bientôt à un endroit où le pont est cassé devant eux, alors Jafar attache sa lame-corde à la roche de l'autre côté et dit à tout le monde de le suivre pendant qu'il prend la tête. Cependant, Mistras s'inquiète pour Sinbad, mais Jafar le rassure en disant qu'ils iront bien parce que Sinbad peut tout faire. À ce moment-là, Sinbad active son djinn Equip et essaie de flotter jusqu'à l'île, mais Jafar le plaque au sol façon Pikachu et lui rappelle que les habitants d'Artémira ne savent rien sur les djinns. Plus tard dans la nuit, le groupe campe ensemble et continue d'avancer jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à Artémira. La première chose qu'ils remarquent, c'est que les habitants de la ville ont creusé des trous dans la roche pour y installer leur maison. Ils observent également que les habitants se déplacent avec d'énormes oiseaux depuis l'époque de Sat jusqu'à aujourd'hui, et Sinbad est surpris de voir qu'une petite fille Chibi chevauche elle aussi un oiseau. Il exprime son envie d'explorer les environs, mais Jafar lui rappelle qu'ils ne sont pas là pour faire du tourisme et propose d'aller au palais. Mais ils se rendent tous compte qu'ils sentent plus mauvais qu'un fan typique de Boruto. Ils vont demander aux dames s'il y a des auberges où séjourner, mais celles-ci leur répondent qu'il n'y en a pas, car leur royaume n'a jamais eu de visiteurs auparavant. Et puis, ils se font submerger par l'aura de mauvaise odeur de l'équipe. Lorsque Jafar demande un endroit où il pourrait se laver, la dame suggère de nager dans la rivière qui se trouve en bas ou de profiter des divertissements de la rue. Jafar propose d'aller à la rivière, mais Sinbad dit qu'il devrait plutôt aller aux divertissements de la rue pour pouvoir s'y amuser. Ina évoque alors le fait que ce sont les filles qui travaillent dans ce pays, et dit que c'est un bon pays avec lequel ils doivent coopérer. Peu après, ils arrivent au palais où Sinbad se présente à la reine comme le directeur de la compagnie commerciale de Sindria et explique qu'ils sont une entreprise qui parcourt le monde en utilisant l'Empire de Reign comme pays hôte. Lorsqu'ils demandent la permission de commercer avec leur pays, la reine ne répond rien, alors Jafar demande si quelque chose ne va pas. Soudain, une femme passe et pousse la poupée qui était assise sur le trône avant de se présenter comme Mira, la véritable reine d'Artémira. Elle explique que la raison pour laquelle elle les a testées est que beaucoup de gens les sous-estiment parce qu'elles sont des femmes. Elle évoque ensuite le fait que la personne qui a fait leur demande était une femme, alors Jafar explique que Rimuru n'a pas pu venir parce qu'elle est occupée à s'occuper de son fils. Cependant, la reine leur dit de partir car elle n'a aucune intention de parler affaires avec des hommes, mais Sinbad s'avance vers elle et lui assure qu'il ne la trahira pas. Il lui prend alors la main et utilise ses techniques de séduction habituelles, mais Mira lui dit que son jeu est nul et pointe sa lame sur sa gorge en le menaçant de lui montrer ce qui arrive dans leur pays quand on désobéit aux femmes. Soudain, les autres gardes féminines les entourent, et Mira remarque que Sinbad est un utilisateur de djinn, alors elle s'empare de son arme et ordonne à ses gardes de les dépouiller de tout ce qu'ils possèdent. Peu après, les hommes se retrouvent nus comme au jour de leur naissance au bord d'une falaise, et elle les jette tous en bas sauf Ina, car Mira et les filles ont l'intention d'utiliser son grand corps comme leur machine à plaisir personnel. Quelques minutes plus tard, Sinbad et les autres atterrissent au pied de la falaise, et les deux idiots commencent à se battre jusqu'à ce que Jafar leur rappelle qu'ils doivent cacher leurs parties intimes. Ils utilisent quelques feuilles pour se couvrir et essaient de remonter, mais les plantes de lierre vénéneux les en empêchent. Lorsque leur ventre commence à gargouiller, Jafar leur donne un peu de nourriture, mais Sinbad la lui rend, disant qu'il ne veut pas qu'ils meurent de faim. Cette nuit-là, ils se réveillent et voient qu'un millier de serpents sont sur eux. Après s'être débarrassé des serpents, Jafar en attrape un, le déchire et leur demande de le manger pour reprendre des forces, et ils acceptent car ils n'ont pas d'autre choix. Au cours des jours suivants, ils installent un campement sur place et mangent des serpents pour survivre. Un jour, Sinbad prépare des serpents pour le dîner et part rejoindre Jafar, qui annonce qu'il a fini de tisser du tissu à partir d'écorces d'arbres. Mistra arrive avec une grosse branche, affirmant qu'elle a été rejetée par la mer grâce à la pluie de l'autre jour, alors il décide de déjeuner et de réparer la maison plus tard. Alors qu'il festoie de serpents, Jafar se plaint d'en avoir assez de la viande de serpent, alors Sinbad lui tend un peu de sel gemme. Mais lorsqu'il tend encore de la viande à Mistra, le gars commence à craquer, demandant pourquoi ils s'adaptent à ce mode de vie façon pierre à feu. Quand il demande la vraie raison de leur présence ici, Sinbad et Jafar partagent littéralement un neurone et répondent en chœur que c'est pour survivre, ce qui l'agace encore plus. Il leur rappelle qu'ils ont été jetés au fond de la vallée parce qu'ils ont mis la reine en colère et dit qu'ils doivent rentrer vivants pour pouvoir affronter la reine à nouveau et établir la diplomatie à Artémira, mais ces idiots recommencent à se goinfrer de viande de serpent.
Sinbad lui explique alors qu'il a oublié ses anciens jours où lui et sa famille luttaient pour survivre, parce qu'il mange désormais confortablement à Reims et que vivre dans cette vallée l'a rendu plus humble et lui a permis d'apprécier bien davantage la nature. Cependant, Mystras s'agace de ce discours et dit qu'ils doivent trouver un moyen de s'échapper d'ici. Cette nuit-là, Mystras se promène seul dans la vallée en pensant à quel point il veut sortir du théâtre pour retrouver la femme qui lui a promis une soirée Netflix and chill, et il marche sur quelque chose qui le surprend. Le lendemain matin, Sinbad et Jafar sont surpris de voir de la viande fraîche devant leur maison et ils réalisent que c'est de la viande d'agneau. Quand ils demandent à Mystras comment la viande est arrivée là, Mystras répond qu'il l'a trouvée par terre en se promenant la nuit précédente, et le duo de têtes brûlées commence à célébrer le fait qu'ils vont festoyer avec de la viande d'agneau ce soir-là. Cependant, Jafar trouve cela suspect car la viande a été placée là intentionnellement, mais Sinbad et Jafar ont déjà commencé à la faire rôtir. Sinbad remarque alors un étrange cristal sur la viande, et Jafar explique qu'on les appelle des pierres précieuses, qu'on peut trouver un peu partout dans la région, mais qu'il les a ignorées parce qu'elles ne se mangent pas. À ce moment-là, Mystras abandonne parce que ses amis idiots se sont trop habitués à vivre là, mais Sinbad s'approche de lui et lui demande de lui montrer où il a trouvé la viande. Cette nuit-là, ils se rendent tous à cet endroit et voient plein de morceaux de viande éparpillés partout, ce qui les surprend car ils n'étaient pas là dans l'après-midi. Sinbad commence alors à ramasser la viande pour le dîner, mais Mystras lui remet les idées en place et lui rappelle qu'ils doivent d'abord se concentrer sur la recherche de la vérité, car la viande pourrait leur donner un indice sur la façon de sortir d'ici. C'est alors qu'un grand oiseau apparaît et emporte un des morceaux de viande en s'envolant. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui vient de se passer, un autre grand oiseau arrive et s'envole avec la viande. Après le départ des oiseaux, ils réalisent que les oiseaux ont emporté toute leur viande et Mystras se met à pleurer car il pense qu'ils ont perdu leur indice pour remonter à la surface. Cependant, Sinbad lui rappelle qu'ils ont survécu jusque-là et affirme que le destin est de leur côté. À la surface, les dames ramassent des pierres précieuses et elles se rendent compte que les oiseaux ramènent beaucoup moins de pierres qu'avant. Quelques hommes à l'allure de Bruce Jenner qui travaillent pour elle se plaignent que les oiseaux ne leur ont pas apporté assez de viande. Mais la jeune fille répond que ce n'est pas une excuse, alors ils la supplient jusqu'à ce qu'elle accepte de se joindre à eux pour trouver une solution. Cette nuit-là, Jafar rassemble toute la viande d'agneau et Sinbad lui dit de tout emballer avant que les oiseaux ne viennent encore la prendre. Mais Mystras se sent misérable car il pensait que Bro avait un meilleur plan lorsqu'il a dit que le destin était de leur côté. Il en conclut qu'ils resteront coincés là pour toujours, mais Jafar lui dit de croire en Sinbad car il a forcément un plan pour les sortir de là. Soudain, d'énormes morceaux de viande arrivent et Sinbad dit qu'il les attendait car ce sont eux les porteurs de leur destin. Peu après, les oiseaux géants laissent tomber les gros morceaux de viande à la surface, là où il y a beaucoup de cristaux, ce qui ravit la patronne, alors elle ordonne à ses hommes d'extraire les pierres. Alors que les hommes extraient les pierres, la viande se met soudain à bouger et Sinbad sort de l'un des morceaux, ce qui fait hurler les hommes. Lorsque les femmes se retournent, elles voient que le trio de la jungle est apparu des morceaux de viande, alors elles s'enfuient. Sinbad et son groupe empruntent alors des vêtements aux hommes, et ils découvrent que les rôles des hommes et des femmes sont complètement inversés à Artemira. Pendant ce temps, Mira est allongée sur son lit en admirant le collier de Valéfort lorsque Sinbad arrive soudainement et utilise son art de la parole pour la distraire, ce qui lui permet de récupérer ses récipients métalliques. Cela la met tellement en colère qu'elle saisit son récipient métallique et active son djinn Equip, Cerbère. Alors que Jafar et la maîtresse se précipitent pour aider Sinbad, ils le voient dans les airs en train de combattre la reine, tous deux sous leur forme djinn Equip. Sinbad lance une décharge de foudre sur la reine, mais Mira l'annule avec sa propre foudre, alors il passe à sa forme djinn de Valfort. Lorsque la reine tente de l'attaquer, il esquive et lui lance des attaques de glace, mais elle les annule et explique que son Cerbère a 3 têtes, qui contrôlent le feu, la foudre et la glace. En entendant cela, Mystras craint que Sinbad soit fichu, mais Jafar l'assure que Sinbad va gagner. Mira projette alors Sinbad au sol et déclenche une attaque surpuissante qui semble le détruire. Cependant, Sinbad apparaît derrière elle et Jafar explique à la maîtresse que Sinbad utilise les véritables pouvoirs de Valfort. Alors que Mira tente de lancer son attaque ultime, Sinbad apparaît derrière elle et lui assène un coup de karaté avant de la prévenir de ne pas nuire à son pays. Elle essaie de l'attaquer à nouveau, mais il surgit derrière elle et Jafar explique que le véritable pouvoir de Valéfort est la stagnation, ce qui permet à Sinbad de limiter les mouvements de sa cible. Mira essaie d'attaquer Sinbad à nouveau, mais il apparaît derrière elle et la fige complètement. Le lendemain, l'un des gardes appelle Sinbad et les autres pour rencontrer la reine, et Mystras craint qu'il ne soit sur le point d'être exécuté. Cependant, lorsqu'ils arrivent dans la salle du trône, ils voient Mira, ses intrigues exposées au grand jour, en train de recevoir un massage de la part des dames. Elle affirme qu'ils ne s'en tireront pas après ce qu'ils ont fait la veille, mais admet qu'elle n'a pas ressenti une telle excitation depuis longtemps, car Sinbad est le premier homme à l'avoir jamais vaincu. Sinbad admet que la nuit précédente a également été inoubliable pour lui, mais le cerveau de Mystras est submergé à la vue des fesses royales de Mira, si bien qu'il s'effondre avec une hémorragie nasale.
Peu après, Mira leur annonce qu'elle et Artemira s'associent officiellement avec la compagnie commerciale de Syndria et révèle que c'est la première fois qu'elle conclut un contrat avec une compagnie commerciale. Elle explique qu'elle a relu les termes de l'accord commercial proposé par Sinbad et que ce n'est pas une mauvaise affaire, donc elle enverra un diplomate de son pays à sa compagnie et collaborera avec lui autant qu'elle le pourra afin que son royaume prospère également. En entendant cela, Sinbad la remercie et elle admet qu'elle ne veut pas avoir Sinbad comme ennemi parce qu'il s'est montré humble en tant que marchand malgré le fait qu'il ait assez de pouvoir pour vaincre Goku. Lorsqu'elle lui demande quelles sont ses véritables intentions, Sinbad lui répond que c'est son devoir, en tant que réceptacle du roi reconnu par le djinn, de créer un monde sans guerre et il lui demande sa coopération pour y parvenir. Il explique ensuite que les réceptacles métalliques vont engendrer une nouvelle vague de guerre qui menacera l'équilibre du monde, et que, pour éviter cela, il doit partager ses idéologies avec des figures puissantes comme Mira et former une alliance. Lorsqu'elle lui demande s'il lui propose de rejoindre sa cause, il confirme que oui et révèle qu'il est déjà allié avec le chef d'Amut, Shakan, ainsi qu'avec Darius, le roi chevalier de Sassan. Cela la choque car elle sait que ces pays interdisent les étrangers. Mais Sinbad la surprend encore plus en présentant Mistras comme le fils de Darius qui voyage avec eux en tant que représentant de Sassan. Mira affirme que Darius aurait fini par envahir les pays voisins pour étendre son territoire, car le pouvoir du réceptacle métallique rend la conquête des nations très facile. Elle leur parle alors de la légendaire sorcière de Rhin, une magicienne âgée de 200 ans qui s'est consacrée à soutenir la prospérité de l'empire de Rhin. C'est pour cela qu'on l'appelle la magie légendaire. En entendant cela, Mistras demande ce qu'est un magi. Alors Mira explique qu'il s'agit d'êtres qui apparaissent au fil de l'histoire pour guider la vie de nombreux individus et éclairer le monde. Ce sont de grands sorciers de la création, investis d'une mission particulière en tant que sélecteurs du roi. Les magis possèdent des pouvoirs qui dépassent la compréhension humaine, et d'un simple mouvement de leur baguette, ils peuvent créer une tour où le pouvoir du roi est conservé. Ils peuvent guider l'élu en tant que roi, et les donjons qui apparaissent partout dans le monde ne sont rien d'autre que les tours qu'ils ont créées. En entendant cela, Sinbad comprend que Yunnan est un magi, et lorsqu'il demande à Mira quel genre de personne est un magi, elle les décrit comme des êtres bénis par le Rook. Cela trouble Sinbad, alors elle explique que le Rook est la source de la vie qui traverse le monde, et puisque les magis sont bénis par le Rook, ils sont l'incarnation de la volonté du monde. Elle déclare ensuite que Sinbad est le premier homme qu'elle approuve, et accepte de s'allier à lui. Par la suite, le groupe se détend dehors lorsque le béguin de Mistras arrive et les félicite d'avoir survécu à la vallée. Mistras se précipite immédiatement pour demander sa récompense, mais elle brise son moral en révélant qu'elle et ses filles se sont beaucoup amusées avec le corps de Enna. Après l'avoir relâché, Mistras commence à se plaindre du fait que Enna a trahi le code des potes en séduisant son béguin avant lui, mais Sinbad explique que ce n'était pas sous son contrôle et lui propose de l'accompagner explorer le quartier rouge. Peu après, ils arrivent dans une maison de plaisir du quartier rouge, espérant y trouver de belles femmes pour se détendre, mais le propriétaire leur présente plutôt des hommes costauds, plus balèzes que Shrek. Le lendemain, une jeune femme se présente sous le nom de Parsine, la diplomate qui rejoindra leur équipe au nom de la reine, et Mira vient leur dire au revoir. Elle leur présente alors ses filles et dit à Sinbad qu'elle compte confier l'une d'elles à ses soins afin qu'elle puisse apprendre la politique et la diplomatie. L'une d'elles attrape soudainement le vêtement de Sinbad et Mira la présente comme Pisti, la plus forte du groupe, puis elle offre à Sinbad une plume spéciale en cadeau. Quelques jours plus tard, ils retournent à leur compagnie commerciale et Sinbad remercie Vitel d'avoir assuré la gestion en son absence. Il organise ensuite une fête où il présente tous les nouveaux membres à l'ensemble du groupe et déclare que la compagnie commerciale de Syndria continuera de s'étendre jusqu'à devenir la première compagnie commerciale de Rim. Plus tard dans la soirée, Sinbad retrouve Jafar et Enna et leur confie qu'il n'a pu arriver aussi loin que grâce à tous ceux qui l'ont soutenu jusqu'à présent. Il affirme alors qu'il peut clairement voir tout ce qui va se passer dans le futur et déclare qu'il changera le monde grâce à ses pouvoirs. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Sinbad réalisera-t-il son rêve de changer le monde? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de résumés d'animes comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et regardez la vidéo à l'écran.